Voilà, nous allons aller un pas plus loin puisque nous allons passer de ce qu'on appelle la planification classique, que moi j'appelle la planification physique de la ville, à la planification stratégique. Alors, on va directement arrêter le suspense, on va directement donner la fin du film, c'est-à-dire que vous le verrez, qu'on parle de planification physique ou de planification stratégique, il n'y a pas de changement de paradigme. On est sur le même type de réflexion, le même type d'outils, simplement qu'on a upgradé quelque peu les questionnements, on a ouvert la boîte pour passer d'une planification physique rigide à une planification beaucoup plus souple qui ferait intervenir d'autres acteurs. Mais grosso modo, la finalité, qui la plupart du temps est un plan, est exactement la même. Deux définitions de la planification stratégique. La planification territoriale stratégique est un processus d'élaboration collective. Voilà, c'est la grande nouveauté, c'est qu'il y a un processus participatif, il y a un nombre d'acteurs qui doit être présent. Et c'est un projet de ville qui est porté par le pouvoir politique, forcément. Donc là, on est sur de la planification classique, puisque c'était déjà le cas avant. On définit un cadre d'ensemble composé d'orientation générale et de principes d'action pour piloter le développement d'un territoire urbain. C'est bien l'objectif principal, c'est la maîtrise du développement du territoire de la ville. Ça, c'est l'Agence française de développement qui, dans un de ces documents que vous trouverez en référence, alors tous les documents que l'on utilise pour ce genre de définition sont mis bien sûr en référence. Vous pourrez aller voir la référence et lorsqu'il existe un lien avec un PDF existant et libre de droit, le lien est bien sûr mis et il suffit d'aller cliquer dessus. La planification stratégique fournit une méthodologie. À nouveau, on est sur de nouvelles méthodes qui permettent aux villes d'identifier les forces et les faiblesses, et puis on définit les stratégies pour le développement local. C'est CGLU qui donne cette définition de la planification stratégique. Alors, on ne va pas s'amuser à faire plus de définitions, puisque à peu près chaque bailleur, chaque association a sa propre définition. L'aspect planification, ça veut dire qu'on cherche à encadrer un développement. C'est la définition même de planification. La planification nous donne une notion de temps. On essaie d'imaginer ce que sera la ville dans le futur et on essaie d'imaginer à la fois au niveau spatial et au niveau social ce que la ville sera. Il ne faut pas confondre planification et programmation. Programmation serait la version opérationnelle, sous couvert d'un certain nombre de projets, d'une planification. Retenons pour la planification l'idée d'encadrer, de maîtriser un développement dans le temps, à la fois social et spatial. Urbaine, pourquoi? Parce que l'on se situe dans un territoire qui est le territoire de la ville. Donc on est sur des questions spatiales. On ne s'intéresse pas à planifier ce qui n'est pas directement spatialisable ou spatialisé ou qui aurait un effet important sur la spatialité de la ville. Enfin, pour terminer, la notion de stratégie, ça implique plutôt la question du processus, du cheminement pour atteindre un but que l'on s'est donné. Donc là derrière, il n'y a pas seulement l'objectif, mais le moyen d'atteindre cet objectif qui prend aussi de l'importance. Alors les quelques mots-clés de cette planification, la question des priorités. Cette planification stratégique veut montrer quelles sont les priorités pour la ville, veut montrer dans le temps ces priorités, donc il y a une notion de prospective. L'idée là derrière que l'on va répartir des ressources, on revient sur la question des priorités, quelles ressources on utilise en premier, quelles ressources on utilise en second. Il y a derrière l'idée de planification stratégique un nouvel instrument. Nous parlions tout à l'heure du cheminement, nous parlions du but à atteindre, mais du processus qui permet d'atteindre ce but. C'est bien là qu'il y a un nouvel instrument à mettre en place.
nouvel instrument qui est censé, c'est le but de la planification, qui est là pour coordonner les politiques publiques. Donc on va, grâce à ce nouvel instrument, transformer l'action publique. Il faut vraiment voir cela dans une question dynamique, permet de coordonner à la fois et de transformer les politiques publiques. Ça peut se matérialiser sous forme de schémas, de plans, mais également de règlements ou de politiques publiques. Nous l'avons déjà dit. Alors, la planification physique de la ville, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la planification technique, à mon avis trop réducteur comme terme. C'est ce que certains appellent la planification classique, laissant supposer ou entendre que c'est une vieille version de la planification et que la planification stratégique viendrait comme quelque chose d'extrêmement nouveau là au milieu. Bon, nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau dans la stratégie. Nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau dans l'outil planification urbaine stratégique. Il y a des choses nouvelles qui viennent, mais il n'y a pas de changement de paradigme véritable. Donc, la planification, pour moi, n'est pas classique, mais c'est celle que j'appelle la planification physique de la ville. Cette planification est là pour à la fois maîtriser les différentes utilisations ou les usages du sol et à la fois pour gérer les déplacements entre ces usages. C'est le schéma très réducteur, mais il est vrai que ce schéma partait d'une quantification des éléments. Donc il y a bien là derrière une idée de quantifier les choses, une idée de modéliser les choses pour pouvoir, comme ça, imaginer leur futur. Donc la planification physique, qu'on dit technocratique, qu'on dit technique, qu'on dit peu souple, finalement c'est ce qu'on a bien voulu y mettre dedans. Effectivement, les plans sont relativement rigides, mais rien ne nous empêchait, avant l'invention de la planification stratégique, de faire des documents ou de faire des outils beaucoup plus souples, mais il est clair qu'il y a quelque chose de beaucoup plus statique. Et ce qu'on cherche ensuite, c'est d'aller vers quelque chose de plus souple qui corresponde beaucoup mieux au changement rapide des villes. On va repartir bien sûr de la question de la nouvelle donne urbaine. Alors, chaque fois que l'on veut justifier un nouvel instrument, il faut bien sûr dire que la donne a changé, ce qui dans le cas est vrai. Enfin, ça ne change jamais véritablement. Les changements de paradigme sont peu nombreux. Par contre, il y a une accélération de ces changements. Et on a visible un changement d'échelle où on est passé d'une gestion communale à une gestion d'agglomération ou de métropole. Changement d'échelle, ce qui ne veut pas dire que le cadre administratif a déjà changé. La plupart du temps, on reste sur des communes, un certain nombre de communes qui peuvent former une communauté urbaine ou un district, mais il est rare qu'on ait une agglomération entière qui serait traitée comme une seule et unique ville. On a une redistribution des pouvoirs due à la décentralisation. Alors souvent, le pouvoir a été décentralisé, les moyens financiers n'ont jamais ou très peu souvent été décentralisés, ce qui pose un autre souci. On a, dans un contexte de mondialisation, de nouvelles centralités qui apparaissent. Donc ça, c'est effectivement une donne assez récente. Nous avons vu sur les villes globales la mise en concurrence d'un certain nombre de villes. Le rôle de la société civile qui a augmenté. La parole est donnée aussi à la société civile. L'émergence de nouveaux acteurs qui sont notamment des acteurs privés. Alors c'est assez intéressant de voir qu'on les considère comme de nouveaux acteurs dans les villes africaines ou dans les villes européennes. Si l'on prend l'histoire de l'urbanisme aux États-Unis, on se rend compte que le développement des villes, notamment New York, s'est fait avec les acteurs privés. Donc aux États-Unis, c'est quelque chose de très ancien. En Europe, en Afrique, c'est quelque chose de beaucoup plus nouveau de prendre en compte les acteurs privés. En résumé, la planification stratégique a un objectif, l'amélioration de la qualité de la vie. Forcément, ce n'est pas nouveau non plus cet objectif. Un objectif finalement peu innovant, puisqu'il est le même dans à peu près toutes les villes, avec là derrière des notions d'équité territoriale, d'équité sociale, mais il s'agit bien de ça. L'objectif principal,
c'est une amélioration de la qualité de vie de l'ensemble des habitants de la ville. Très important la dernière partie, l'ensemble des habitants de la ville. Si l'objectif demeure classique, c'est un processus également, donc c'est l'instrument qui prend une forme différente puisqu'on a affaire vraiment à un processus de planification avec les nouveaux acteurs comme les privés, la société civile. Tous ces gens-là sont des acteurs qui deviennent importants dans une planification. Donc on a un but qui demeure le même depuis la nuit des temps. Finalement, l'amélioration de la qualité de vie est ce qu'on cherche. Mais on a aussi un instrument qui, lui, devient dynamique puisqu'il n'est plus une finalité, mais il devient un processus entier. Et enfin, sur la forme de l'instrument, il se veut souple, simple et finalement modifiable assez rapidement dans le temps. Donc en résumé, on a une nouvelle échelle territoriale, on a de nouveaux acteurs, on a de nouveaux thèmes, nouvelles thématiques, et tout cela forme un instrument qui s'appelle la planification urbaine stratégique. Pour terminer, quelques bémols à cette planification stratégique, qui semble tout jeter de ce qui était avant, du quantitatif. On est passé d'une quantification du territoire à une qualification du territoire, en jetant la quantification. Je pense que justement, un outil intelligent devrait utiliser les deux. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre. La planification stratégique nous donne l'impression qu'elle ne veut plus traiter les choses de manière modélisée, quantitative, mais plutôt sur des aspects qualitatifs. Je pense qu'ils sont effectivement très importants, mais qu'il nous faut les deux. À nouveau, quand on veut faire croire que quelque chose est tout à fait nouveau, on minimise ce qui a été fait avant, quitte à le caricaturer. Je pense là aussi, il y a une erreur, il y a un biais considérable, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est sur quelque chose de totalement nouveau. On est juste sur des réflexions qui vont un peu plus loin, qui prennent quelques acteurs en plus, légitimement. C'est très bien, mais on ne va pas dire qu'il ne se passait rien et que rien n'a été fait avant. Donc on est vraiment, la planification stratégique n'est pas une rupture, mais s'inscrit exactement dans la continuité. Et il ne faudrait pas faire croire qu'avant cela, il n'y avait rien et qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution. C'est absolument pas le cas. La preuve, c'est que sur la forme, l'outil reste un plan, un règlement. Donc ça, c'est le cadre indépassable que même la planification stratégique n'a pas réussi à dépasser, n'a pas réussi à proposer quelque chose de nouveau. C'est important de le comprendre. Et il y a là derrière un point très très important que j'aimerais souligner aujourd'hui. Dans les théories des villes globales, nous l'avons vu, les villes jouent de la concurrence les unes avec les autres. Et nous avons vu que pour cela, il faut qu'il y ait une concentration des pouvoirs. Dans chaque ville qui a voulu devenir une ville globale, on a vu une reconcentration des pouvoirs sur un petit groupe qui, justement, avait les mains libres pour jouer de cette concurrence. Or, ce que propose la planification stratégique aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est que ce pouvoir soit donné au plus grand nombre, qu'on ait un maximum d'acteurs. Alors, il faut savoir que d'un côté, on a une ouverture, c'est la planification urbaine stratégique, et d'un autre côté, les villes globales, pour pouvoir jouer de la concurrence, on se rend compte qu'elles doivent recentrer les pouvoirs et designer leurs actions et leur planification en fonction de ces objectifs globaux. Donc il y a là un paradoxe majeur avec deux situations qui ne mènent pas du tout au même type de ville. Alors, si on voulait caricaturer encore un peu plus, on dirait que si les villes africaines veulent absolument devenir des villes globales, jouer un rôle sur la scène internationale, il ne faut surtout pas faire de la planification stratégique, ou alors il faut drastiquement changer la méthode de planification et recentrer les pouvoirs pour proposer une planification qui est directement en accord total avec l'objectif de concurrence avec les autres villes. Je ne mets pas de jugement de valeur là derrière, je ne dis pas qu'il faut faire l'un plutôt que l'autre, il faut simplement être conscient qu'on n'arrive pas aux mêmes objectifs. Voilà, nous nous arrêtons là pour la planification urbaine stratégique. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.